Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Les Super Talks dédiée à votre orientation. Ce soir, nous allons traiter du sujet de la communication au sens large avec notre école partenaire ESUBCOM. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Bonsoir Pascal, merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Donc vous êtes le directeur du campus éductif L'Illénium, c'est bien ça? Tout à fait, depuis 2019. Parfait. On va voir ensemble précisément qu'est-ce que c'est que la com, qu'est-ce que ça n'est pas, les tenants, les aboutissants, pourquoi s'orienter là-dedans, les pièges également à éviter. Première question, peut-être la plus simple, qu'est-ce que c'est que la communication? Grande question, alors je ne pense pas qu'on ait 4 heures pour en parler ensemble, même si on devrait prendre 4 heures pour en parler ensemble. En fait, c'est simple, un émetteur, la personne, l'entité, l'entreprise, peut-être l'avatar qui souhaite dire quelque chose à une autre personne, à une autre entité, à un autre avatar, à un public en général. Et donc, c'est le lien entre les deux qui va servir à établir une communication. Un simple bonjour peut être une communication. Un simple bonjour peut conditionner la communication derrière. Je ne vais pas vous apprendre à dire bonjour ici, évidemment. En revanche, on va voir toutes les techniques qui vont servir à magnifier ou pas le bonjour que vous allez transmettre, c'est-à-dire le message. Et étudier toutes les techniques qui servent à véhiculer ce bonjour. Ça peut être des techniques de communication de street marketing, ça peut être de l'événementiel, ça peut être de la communication interne. Bref, l'idée, c'est d'étudier tout ce chemin que va faire ce bonjour jusqu'au récepteur. Très bien. Une des questions qui nous est beaucoup parvenue lorsqu'on a préparé l'émission, c'était la différence entre com, pub et marketing. Apparemment, la nuance est assez floue. Et c'est vrai, parce qu'on a souvent eu tendance à mélanger la communication, le marketing. La publicité est un peu plus facile à définir par rapport à ça. Le marketing et la communication, à quel moment ça arrive? En tout cas, jamais en même temps. Le marketing est une chose bien spécifique que j'appelle souvent, c'est l'analyse scientifique de la communication. La communication va être les moyens qu'on va mettre en place pour véhiculer un message. Et la publicité va être intégrée dans la communication pour véhiculer le message. Mais on pourrait mettre en parallèle de la publicité la communication événementielle, le digital, et je pense qu'on y reviendra largement, l'affichage, le print, la radio, les médias. Le marketing d'abord, c'est la première chose à mettre en place, bien avant la communication. Le marketing va vous servir à étudier la personne pour laquelle vous voulez communiquer, le marché pour lequel vous voulez communiquer, le problème que vous avez identifié pour communiquer, et ensuite la communication va venir juste après le marketing, juste après, pas pendant, pas avant, pas en même temps, c'est juste après. On a étudié grâce au marketing le marché en tant que tel, identifié des cibles, identifié un besoin ou pas, identifié un problème ou pas, et ensuite on va se dire, bon d'accord, ok, notre problème c'est ça, grâce au marketing, la communication va arriver ensuite pour délivrer le message. Alors, plein de messages, ça peut être un message politique, ça peut être un message publicitaire, effectivement, ça peut être un message également événementiel, ça peut être un message négatif, parce que parfois on a envie de dire non, on le voit dans l'écologie aujourd'hui, et je pense qu'on en parlera. Ça peut être également un message promotionnel, acheter mon produit, c'est le plus beau du monde. C'est ça en fait la communication. D'abord le marketing, l'étude, ensuite les moyens avec la communication, la publicité intégrée à la communication. Et ça veut dire qu'en termes d'études, c'est vraiment très différent. Des gens qui vont étudier la com ne vont pas être ceux qui étudient la pub, ni même ceux qui étudient le marketing. Et c'est l'erreur à ne pas faire. Les marketeurs ne sont pas des communicants. Alors bien sûr, après dans la pratique, dans les entreprises, on peut regrouper des services pour plein de raisons. Évidemment par choix, parce que c'est une politique. Les marketeurs sont les marketeurs. En tant que tels. C'est des scientifiques, c'est, si je peux me permettre, les filles et les gars en blouse blanche qui vont regarder précisément. Études de marché, ça c'est du marketing. On va également, bien sûr, interpréter l'étude de marché en tant que telle. Ça c'est du marketing, ça c'est du scientifique. Comprendre pourquoi vous êtes un passionné de consoles, de jeux vidéo, plutôt celle-ci, plutôt que celle-là, pourquoi vous utilisez telle gamme, pourquoi tel jeu. Ça c'est le marketing, ça c'est des chercheurs. Ils vont chercher à comprendre. C'est les études de marché, c'est les sondages d'opinion, c'est les enquêtes de prix, c'est le positionnement, c'est la concurrence. Ce n'est pas de la communication. Et derrière, il y a la communication. Alors la communication, c'est également une spécialité en tant que telle. Pourquoi? Parce que la communication va devoir comprendre le schéma marketing, donc avoir une partie un peu scientifique, mais également avoir toutes les facultés artistiques pour mettre en place le message. Le bon slogan, alors je suis un peu vieux, donc je vais parler de slogan, peut-être parler de ce baseline, par exemple, si on veut être un peu plus jeune, mais trouver le bon vecteur de communication pour diffuser le bon message.
Il faut comprendre le marketing, ça c'est indéniable. Donc un beau communicant va comprendre le marketeur, mais un bon communicant va comprendre également toute la partie artistique qui va venir derrière. C'est-à-dire le bon slogan, la bonne campagne de pub, le bon visuel. Celui-ci j'y crois, celui-ci j'y crois pas, celui-ci d'accord, celui-ci j'y crois pas. Il ne colle pas avec l'aspect marketing qu'on a. Donc le communicant va être la tour de contrôle, celui qui va faire arriver l'avion du marketeur et partir l'avion de l'artistique. Donc il y a quand même une dimension créa? Énormément. Ok. Énormément. C'est-à-dire que le communicant va devoir comprendre toute la chaîne de communication qui débute, je vous l'ai dit, au marketing, jusqu'à la réalisation artistique, au spot publicitaire, au spot radio, à l'affiche, mais également aux posts Facebook, Instagram, TikTok, etc. C'est-à-dire qu'il va devoir être constamment imprégné de ce qui se passe, je vais dire, en aval, comprendre l'amont pour mieux interpréter l'aval, comprendre l'origine, pour mieux maîtriser la chaîne graphique, par exemple. Quelle couleur utiliser, quelle couleur ne pas utiliser, quel slogan utiliser. Tiens, je m'adresse aux jeunes, par exemple. Comment pensent les jeunes aujourd'hui? Que font les jeunes aujourd'hui? Bien comprendre le monde environnement. Si vous ne comprenez pas la chaîne artistique, vous n'êtes pas un bon communicant. Et ça, c'est ce qu'on leur apprend dans une école de com, mais dans la réalité du terrain, est-ce que c'est factuellement ce qui se passe? Est-ce qu'on leur laisse quand même cette possibilité à la fois de comprendre suffisamment quel est l'auditoire et en même temps comment communiquer avec eux? Oui. Ouais. Clairement oui. Vous savez sur quoi je m'appuie? Sur nos étudiants en alternance. Parce que l'étudiant qui arrive en alternance dans une entreprise, bien sûr que ça va être beaucoup moins théorisé par rapport au schéma que je viens de vous énoncer. C'est, tu me fais une affiche. Ok. Alors une affiche, pourquoi? Ah, pour un festival que je lance. Ah ouais, d'accord, ok. Donc je communique pour un festival. D'accord, mais alors le festival s'adresse à qui? C'est-à-dire la partie marketing. Ok, mais alors l'affiche, je la fais comment? La partie artistique. Vous voyez? Même dans le monde professionnel, le communicant va devoir prendre tout en compte par rapport à ça. Il faut travailler aussi la diffusion. Bien sûr. Comprendre la diffusion, comprendre ce qui marche pas, sur quel support je vais communiquer, pourquoi je ne vais pas communiquer sur tel support. Ça, c'est particulièrement difficile. C'est là où aujourd'hui, je pense que dans les écoles de communication en tant que telles, on doit faire beaucoup d'efforts. Parce qu'il y a 5-7 ans, on vous disait communiquer sur le digital. C'est le digital aujourd'hui qui va prendre le pas. La communication digitale, c'est la meilleure. Bien sûr qu'elle existe. Bien sûr qu'aujourd'hui, la communication digitale, on ne peut pas faire autrement. Mais ce n'est pas la seule. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que des jeunes. Bien sûr. Voilà. Et parce que justement, la digitalisation a vraiment bouleversé les méthodes de travail et la façon de communiquer. Soyez francs. Alors, certainement que je vais lever des oppositions, je vais vous dire non. Non, vous savez, comme quand la télévision n'a pas bouleversé le monde de la communication quand elle est arrivée. Attention, on a intégré la télévision au monde de la communication, on a intégré la radio, on a intégré le print, on a intégré le street marketing, on a intégré le digital, ce qui est tout à fait normal. On a intégré l'événementiel de plus en plus. Les maisons de disques, c'est ce qu'elles ont fait. Dans les années 90-95, lorsque le CD est arrivé, lorsqu'ensuite il y a eu Imul sur Internet, on a vu les ventes de disques chuter, qu'est-ce qu'ont fait les maisons de disques? Elles ont fait l'événementiel. Elles ont intégré l'événementiel. On n'a pas inventé l'événementiel. Elles l'ont intégré à leur chaîne de communication. Aujourd'hui, elles s'en sortent très bien. Donc, à chaque moment, la communication a intégré. Il y a 7 ans, on a intégré le digital. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la communication, aujourd'hui, le digital. Bien sûr, ça en fait partie. Bien sûr, ça peut occuper une énorme place. Mais il n'y a pas que la communication digitale. D'ailleurs, aujourd'hui, nos stratégies, on l'appelle la stratégie multicanale, parce qu'il n'y a pas que le digital. D'accord. Et ça n'a pas changé la façon même de, par exemple, je ne sais pas, les hashtags, c'est un mot qui n'existait pas il y a 15 ans. Je me dis peut-être que la digitalisation a vraiment, si ce n'est bouleversé, mais en tout cas profondément modifié la façon de communiquer. Pas modifié, abondé. D'accord. C'est comme dans votre voiture, lorsque le GPS est arrivé, ça n'a pas foncièrement modifié votre visibilité de la route. On l'a intégré, on l'a mis sur toutes nos voitures aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne se passe plus du GPS, c'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule voiture qui est venue sur GPS. Non, ça fait partie de notre environnement. On l'utilise, on ne l'utilise pas, on le prend, ça rend bien les services, comme la communication digitale, mais parfois on peut s'en passer. Très bien. Tout à l'heure, vous mentionniez l'idée qu'il y avait plusieurs types de communication, événementielle, RP, les relations publiques aussi. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu les différences entre tout ça. Est-ce que vous-même, vous les proposez en tant qu'enseignement au sein des Subcom à partir du master, c'est bien ça? Absolument. Alors, tout notre travail, ça a été de repenser les moyens de communication. C'est ce qu'on appelle les moyens de communication. Aujourd'hui, quels sont-ils? Le problème, c'est que là, comme tout à l'heure, j'ai envie de vous dire, il nous faut 4 heures pour détailler tous les moyens de communication. Ne serait-ce que la parole est un moyen de communication en tant que tel, mais effectivement, les relations publiques, les relations de presse.
premier moyen de communication. Ce n'est pas le seul, évidemment. Ensuite, la publicité. Alors, quelle forme de publicité? Est-ce que c'est de l'affichage? Est-ce que c'est du média? Est-ce que c'est du print, par exemple? L'événementiel, qui aujourd'hui est devenu une énorme part de la communication. On l'a vu tout à l'heure avec les maisons de disques, par exemple, ou avec les majors. La communication digitale, bien sûr, mais pas que. Mais pas que. Certaines entreprises ne privilégient que la communication interne, avec des newsletters. Le journal d'entreprise existe encore. Les municipalités, aujourd'hui, par exemple, je vais appeler un petit peu les collectivités territoriales, même si c'est un peu un mot usité, utilisent encore énormément le simple support papier. Donc tout ça, on apprend aux étudiants en général à les connaître, à s'en servir, à les appréhender, puis à les mettre en œuvre. La mise en œuvre est vraiment des façons différentes d'appréhender le métier? Oui. Quelqu'un qui travaille dans l'événementiel, par exemple, doit connaître les tenants, les aboutissants de l'événementiel. C'est quelque chose de très spécifique. Pourquoi? Je vais vous prendre un publicitaire par rapport à quelqu'un qui travaille dans l'événementiel. Un publicitaire va faire de la publicité, j'en parlerai certainement tout à l'heure. La personne qui est spécialiste en événementiel doit monter un festival ou un salon, une exposition. Ça implique de connaître une législation. Par exemple, les moyens humains, les moyens de secours pour un festival de 5000 personnes ne sont pas les mêmes que pour un festival de 15 000 personnes. Donc ça demande à connaître toute la législation en vigueur par rapport à ça. Que le publicitaire, lui, faire une pub pour une personne ou pour 40 000 personnes, plusieurs millions, ça ne demande pas des connaissances particulières en termes de législation. Alors bien sûr, après, il y a la loi E20 que n'a pas à connaître, par exemple, la personne qui est sur le festival, parce qu'on ne communique pas sur l'alcool, etc., etc., encore que ça c'est un peu assoupli. Donc vous voyez, les deux métiers, les deux spécialités sont très différentes, bien qu'on soit dans la communication. Très bien. Alors justement, je voulais revenir avec vous sur la question de l'employabilité. C'est une question qui nous a été beaucoup posée, évidemment, parmi les jeunes et leurs parents qui nous regardent, qui sont toujours plus nombreux, on les en remercie d'ailleurs. Mais la question de vraiment les débouchés, les différents métiers disponibles. Déjà, première question, est-ce que Paris est une case obligatoire pour commencer sa carrière? C'est une question qui nous a été beaucoup posée. La question est excellente. Non. Non, on est basé, nous, ici à Lille. À Lille, on a des grands communicants, on a des grands sièges également. Par exemple, toute la galaxie Mullier, c'est le groupe Auchan, avec tout ce que ça comporte comme entité, qui habille ou autre, évidemment, sont basés ici. Les services com sont ici. Les médias, certains médias sont ici aussi. On a la France Télé, on a Radio France, on a d'autres chaînes de télé, évidemment, aussi au niveau régional. Bon, on a également OVH, par exemple. Quand on parle du digital, OVH, les serveurs sont ici, le siège est ici. Toutes ces compagnies régionales, basées en région, ne font pas appel à des agences basées à Paris. C'est possible de trouver un boulot en province? Bien sûr, c'est possible. Et même pour un lancement de carrière? Évidemment. Moi, je vous conseillerais, et je conseille davantage aux étudiants qu'on reçoit, c'est évidemment, on se voit tout de suite quand on fait une école de communication, une école de marketing, directeur, directrice ou directrice artistique, quand on est un petit peu dans la créa. Bien sûr qu'on le deviendra. Bien sûr qu'avec un Master 2, on va devenir certainement chef d'une entité, chef au féminin également, d'une entité, d'une entreprise, etc. Bien sûr. Mais il est ô combien utile de passer par, je veux dire, un poste un peu moins reluisant, mais tout aussi intéressant dans la construction. J'ai appris une chose, c'est qu'il faut prendre le temps. Très bien. Et en termes d'employabilité, justement, il y a du job dans la com? Vous savez, dans les années 80, parce que moi je suis issu d'une génération juste avant, la communication, vous savez, c'était la communication paillette. C'était en gros, plus on dépense, plus on a de paillettes, plus c'est voyant, mieux c'est. Le problème, c'est que cette communication-là est éphémère. Et en gros, dans la crise économique qui est survenue dans les années 80, les premières ressources que l'on coupait, c'était la communication. La communication ne sert à rien. C'est de la paillette, ça ne sert à rien. C'est boire une coupe de champagne lors d'une soirée. Puis on s'est rendu compte que si on n'a pas de communication, grâce à Internet pour le coup, grâce au développement des médias également et des grandes chaînes de télévision, que si on n'avait pas de communication, on n'était pas connu. Alors, le produit n'était pas connu, l'entité n'était pas connue, la personne n'était pas connue, le disque n'était pas connu, le festival n'était pas connu. Et là, on s'est dit, c'est peut-être la dernière chose à couper aujourd'hui. Parce qu'une entreprise qui est en difficulté, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va communiquer pour dire que ses produits sont les meilleurs, pour dire qu'aujourd'hui, elle apporte un souffle nouveau. Beaucoup d'entreprises ont réussi, grâce à la communication, à trouver un nouveau souffle. Plein de produits, Coca-Cola l'a fait également. Par exemple, le Cherry Coke, qui était en perdition, ils ont reboosté sa communication, ils ont remaquillé les bouteilles, et c'est reparti au niveau des ventes.
c'est la communication. Ils ne sont pas coupés les budgets. Donc oui, la communication aujourd'hui est un pôle important, est un pôle intégré, non pas, je vais dire, des produits supports, mais de la direction. Souvent, la communication est attachée à la direction. Et du coup, les relations publiques, la communication événementielle, la communication institutionnelle aussi, pareil, il y a de l'emploi là-dedans. Alors, les relations publiques, c'est une science. Une vraie science. Et là, je voudrais m'arrêter quelques instants et je vais dissocier les relations publiques et les relations presse. Les relations presse, c'est une science. Parce qu'on a souvent dit, oui, on va inviter la presse à notre événement. D'accord, super, on va envoyer 200 communiqués de presse, on va avoir 200 invitations aux journalistes de la place de Paris, de Lille, de Lyon, de Aix, etc. Sauf que les journalistes ne vont pas répondre. Parce que les communiqués de presse, ils en reçoivent des centaines tous les jours. Peut-être pas des centaines, mais des dizaines en tout cas. En fait, les relations presse, c'est une science. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps et on a à un moment donné oublié que dans le terme relation presse, il y avait d'abord le mot relation. Établir une relation durable et de confiance avec un journaliste, eh ben, ça prend du temps. Eh ben, ça demande aussi de l'argent. Alors, pas tant pour le journaliste, hein, j'entends bien, mais dans la construction de la stratégie qu'on va adopter. Donc ça, c'est une science en tant que telle. Aujourd'hui, les plus grandes agences de relations presse sont celles qui vont faire un travail d'entretien extrême de la relation avec le journaliste. Et alors, je vais vous donner quelques trucs, et c'est ce qu'on apprend ici, c'est que, en fait, le journaliste, on va le solliciter quand on a le moins besoin de lui. D'accord. Curieusement. C'est-à-dire que quand on n'a rien à dire, c'est là qu'on l'appelle. Quand on n'a rien à faire, c'est là qu'on l'appelle et c'est là qu'on l'invite, entre guillemets, parce que c'est évidemment une image. En revanche, quand on a besoin de lui, un simple communiqué de presse va suffire à la bonne personne, au bon moment, et j'insiste bien sur le bon moment, au bon endroit, pour que notre demande soit prise en compte. C'est une véritable stratégie. Voilà pourquoi on parle de stratégie de relations presse. Relations publiques, c'est un peu plus différent, puisque là, on va tomber un petit peu parce qu'il va y avoir des accointances avec le commerce, forcément. Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme fidélisation de notre clientèle, comme fidélisation de notre auditoire, pour le capter, pour le captiver? Alors, ça peut être la célèbre carte de fidélité, par exemple, dont on va faire la promotion. Ça peut être d'autres systèmes, des jeux concours, par exemple, des mises en place de comptes, des comptes digitaux particuliers sur TikTok ou sur Instagram ou sur Facebook. Et vous voyez bien que chaque spécificité, depuis tout à l'heure, fait appel à des compétences particulières. Il y a du temps, d'accord? Et puis évidemment, la publicité va arriver, et puis évidemment l'événementiel qui vont demander aussi en tant que tel, là, une dimension artistique peut-être un peu plus importante que le reste. Très bien. Et dans tout ce que vous dites, en fait, j'ai l'impression que c'est forcément bosser dans une grosse boîte. Non. Non, on peut bosser dans une PME. Évidemment. Évidemment, et c'est là où souvent vous faites vos armes. Alors, on va penser aux grosses boîtes, je vais certainement dire des bêtises en citant ces marques, mais Orange, Air France, etc. On va dire, j'aimerais bien être responsable de la communication sur Orange. Sauf que si vous êtes responsable de la communication du cordonnier du coin, vous voyez pas le travail que vous avez réalisé? Mais le monsieur, il n'existe pas. Il ne se fait pas connaître dans son quartier. Vous allez donc utiliser des moyens adaptés à sa demande, marketing, voilà, par exemple, pour mettre en place votre stratégie de communication. Ah mais tiens, les gens du quartier ont quelle physionomie? C'est plutôt des personnes qui sont jeunes? Ah non, c'est plutôt des personnes qui sont à la retraite? Ah, c'est plutôt des propriétaires? Donc je vais employer mes moyens de communication qui sont à destination, peut-être, tiens, à un moment donné, en faisant un publipostage, par exemple, en faisant du print, en faisant distribuer un fascicule, en allant à leur rencontre, en créant un événement. Vous voyez que, de toute manière, les moyens de communication, qu'on soit cordonnier du coin, boucher du coin, ou bien Air France, à un moment donné, on va se retrouver. Pas dans la même ampleur, on est bien d'accord. Pas pour la même enseigne, on est bien d'accord. Mais en tout cas, pour faire les armes, c'est idéal. Très bien. Une des dernières questions concernant ce grand sujet de l'employabilité, c'était est-ce qu'on est obligé de travailler dans un grand groupe, dans une grosse agence, ou est-ce qu'on peut monter sa petite auto-entreprise? Ah, j'ai les deux. J'ai envie de vous dire les deux, mon capitaine. Tentez de montrer votre agence. Ou bien, non. Je vais redire ce que je viens de dire. Faites l'inverse. Travaillez d'abord pour un grand groupe. Prenez ce que vous pouvez dans le grand groupe ou dans votre agence de com. Et ensuite, montez votre agence. Ce matin, j'étais avec une intervenante que j'ai formée il y a 17 ans, pour le coup, qui a travaillé pour un grand groupe et qui monte son agence aujourd'hui. Et elle m'a dit clairement, Pascal, j'utilise tout ce que j'ai appris pour monter ma propre agence. Et je suis certain qu'on se retrouvera d'ici peu et on la retrouvera dans le top des 5 agences les meilleures ici dans la région. Ok, très bien. Alors justement,
Parlons de les subcoms. Vous vous formez depuis déjà des années à justement donc, ces métiers de la com, les différentes spécialisations qu'on a évoquées. Est-ce que les différents profils que vous recherchez pour intégrer votre école changent en fonction de la spécialisation qu'ils souhaitent? Oui, Vraiment? forcément, forcément. Et puis vous savez, on les reconnaît. Déjà, première chose, c'est quoi le profil global pour bosser, enfin pour étudier dans la com? La avant d'y passion. bosser La passion et la curiosité. Ouais. Vous êtes curieux? Bienvenue. Vous êtes curieux de tout. Hein. Vous êtes curieux de Netflix, vous êtes curieux de cinéma, vous êtes curieux de la vie politique, vous êtes curieux de la vie sociale, vous êtes curieux de tout court, bienvenue. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez trouver les centres d'intérêt des autres personnes. Attention, je parle de la curiosité du bon côté, Bien on sûr. est bien d'accord. On va les finir, on va les chercher, on va les s'intéresser. Vous savez qu'un communicant, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui regarde, qui a les yeux grands ouverts et qui regarde autour de lui. Mais du coup, vous cherchez des gens qui ont quand même un profil plutôt littéraire, parce qu'il y a quand même une... il faut savoir s'exprimer, évidemment. C'est notre métier. C'est notre métier ici à Subcom que de former des personnes qui n'ont peut-être pas un profil littéraire, plus scientifique, de les apprendre à pitcher. Sinon, on servira à quoi? Alors bien sûr, je peux prendre des littéraires qui savent parler, qui ont de bonnes références, etc. Alors le scientifique, qui pour le coup a un œil aussi intéressant, qui pour le coup pourrait travailler aussi, par exemple, pour une entreprise pharmaceutique. Pourquoi je ne le prendrais pas? Alors bien sûr que peut-être, c'est pas sûr, il va y avoir des problèmes au niveau de l'expression orale. Mais c'est notre métier de le former à l'expression orale. Je suis là pour ça. Voilà, sinon je ne sers à rien. Non, je vais prendre des profils, tout type de profils, mais des gens qui sont curieux, qui sont ouverts. Moi, je dis souvent, soyez pétillants à mes étudiants. Soyez pétillés, sautez. Parfois, l'école est trop calme. J'ai envie que ça bouge plus. Plus on va être curieux, plus on va faire venir du monde, plus on va aller vers les gens, mieux ça va être pour eux, forcément pour nous. Parce que ça va enrichir cette école, évidemment. Ça va faire grossir l'arbre qu'on est. Mais ça va créer de l'émulation. En revanche, quelqu'un qui est effectivement introverti, quelqu'un qui a beaucoup de timidité, bien que ça peut se travailler, quelqu'un qui n'a pas envie, et ça existe, et tant mieux, voilà, effectivement, on aura plus de mal à l'accepter dans nos écoles. Et du coup, pour la spécialisation qui commence en troisième Troisième année, hein. absolument. Comment vous les orientez? C'est en fonction de leur goût, en fonction de certaines aptitudes? Oui, c'est d'abord en fonction du goût. C'est d'abord en fonction du goût. Les 2 premières années servent à poser les bases. Parce que c'est un bachelor tronc commun. Absolument. Les 2 premières années servent à poser les bases. C'est-à-dire, quelqu'un dit à couler la dalle de béton. Et voilà, on va vous expliquer ce que c'est que la communication. Mais en même temps, on va vous faire découvrir un petit peu toutes les spécialisations de la communication. Puis à la fin de la 2e année, vous allez choisir. Alors bien sûr, certains ou certaines sont indécises en disant « Monsieur, je ne sais pas si je veux en événementiel ou en publicité ». Là, on va consacrer un petit peu de temps pour dire, voilà, ton diagnostic c'est quoi, ton projet professionnel c'est quoi, vers quoi tu te sens mieux. Bien souvent, au bout de quelques minutes, on trouve la solution. Donc c'est effectivement à la fin de la 2e année, on va proposer une orientation, et c'est la raison pour laquelle on propose également, durant le cursus, d'aller voir tout ce qui se passe dans les 3 spécialités. En 2e année, vous allez faire un peu de publicité, digital publicité, vous allez faire un peu d'événementiel, et vous allez faire un peu de communication des marques et des entreprises, communication interne. Et ensuite, à la fin, vous choisirez. Et ça, en fait, vous arrivez toujours à faire le bon diagnostic pour eux? Si je vous disais oui, je ne serais pas honnête, à 95%. À 95%. Il y a un facteur supplémentaire, c'est l'alternance. Alors on va en reparler justement, effectivement. Bien souvent aussi, l'étudiant, le candidat va se positionner en fonction de son alternance. En disant, tiens, dans mon alternance, j'ai tel besoin, parce que dans mon alternance, j'ai telle ouverture, possibilité d'emploi. Donc évidemment, l'étudiant va avoir une réflexion tout à fait pragmatique. J'ai une possibilité d'embauche, donc je vais plutôt me tourner vers la possibilité qui m'est donnée avec cette spécialisation, et donc je vais partir dans cette spécialisation. Attention, tout de même, bien sûr, on ne va pas couper, on ne va pas se mettre des œillères en disant, bon, on ne fait que de la com événementielle, on ne fait que de la publicité, on ne fait que de la communication des marques d'entreprise. Il y a des matières transversales, le digital, j'en parlais il y a un instant, il y en a d'autres évidemment. Il est hors de question que quelqu'un qui est en publicité se coupe complètement de la communication événementielle ou du reste. Ça serait idiot. Mais on va les spécialiser effectivement. Donc, plusieurs vecteurs, l'envie, mais également le côté pragmatique grâce à l'alternance. Très bien. Et alors une question qui nous a été aussi beaucoup posée, c'est vous proposez donc 2 cursus, un bachelor en 3 ans plus un master en 2 années supplémentaires. Oui. Est-ce que le bac plus 5 est obligatoire en fait? Est-ce que le bac plus 3 suffit et après l'expérience professionnelle fait que finalement on arrive à accéder à ce qu'on voulait? Vous voulez que je sois concret? Bah ouais. 800 €.
800 euros. 800 euros. Vous terminez un bachelor 3, vous êtes technicien. En gros, vous avez un bachelor 3e année, voilà, vous êtes quelqu'un qui va être assistant à quelque chose. Donc vous êtes embauché à... Alors, je vais me projeter 1300, 1400 euros net en tant que technicien. Vous avez un master 2, vous êtes chef de projet et vous êtes embauché à des salaires plus élevés, 800 euros. D'accord, très bien. Parfois, il faut être pragmatique. Et la majorité des personnes qui sont là, sauf s'ils ont si elles ont des opportunités, vont partir à la fin du bachelor 3, changer d'orientation parce qu'effectivement la com ne leur plaît pas, mais continuer parce qu'elles comprennent, de par leur alternance également, la nécessité d'avoir un bagage de management, manager une équipe. On ne va pas se cacher, c'est ce qu'on souhaite également à tous nos enfants, entre guillemets. Bien sûr. Et en gros, de décider des stratégies de communication. On va les mettre en œuvre à un moment donné, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'on va commencer après un Master 2 à mettre en œuvre des stratégies de communication. On ne va pas les penser au départ, mais très vite, on va avoir envie de les penser, ces stratégies de communication. Penser une stratégie de communication, ne serait-ce que pour le Cordonnier du Coin ou pour Air France, c'est passionnant. La mettre en œuvre, c'est passionnant aussi. Voilà pourquoi, Bachelor 3, Master 2, mise en œuvre, management, 800 euros. Très bien. Une autre chose concernant l'approche pédagogique, vous en parliez un petit peu, c'est l'alternance qui est possible ici. Elle est disponible à partir de la 3e année ? Je corrige, à partir de la deuxième année. Et du coup, donc on le sait, parce qu'on a fait plusieurs émissions sur notre chaîne YouTube sur l'alternance, les bienfaits, mais aussi les dangers. Hein, ça demande quand même une grosse motivation, une vraie organisation. Toujours est-il que, est-ce que pour vous, c'est véritablement un vrai tremplin, quand on parle de communication, pour rentrer dans le monde du travail ? Il y a 17 ans, lorsque j'ai commencé à enseigner, je ne connaissais pas le monde de l'alternance. J'avais un doute. Et pour moi, j'étais resté sur le dogme du Master 2 avec une formation théorique. Et ensuite, forcément, les entreprises vont venir à nous. Bah oui, je sors d'un Master 2, un Master 2 très théorique, j'ai une tête bien faite. Là, pour le coup, c'est indiscutable. J'envoie mon CV. Au bout du CV, il y a bien l'entreprise qui va venir. Bah, je constatais souvent que non, que mes étudiants, malheureusement, restaient, entre guillemets, sans proposition. Et puis, je suis arrivé dans une école, celle-ci, qui proposait de l'alternance. Bien sûr, j'ai dû m'y faire, j'ai dû comprendre l'alternance. C'est quoi, comment ça se passe, comment c'est financé, comment c'est rémunéré concrètement sur le terrain. Et puis, je me suis rendu compte que beaucoup d'étudiants, je vais vous donner le chiffre après si vous le souhaitez, avaient une proposition d'emploi avant même de sortir. J'étais mis devant le fait accompli, tiens, ça fonctionne. De par les politiques qui sont menées aujourd'hui, et on a mis très longtemps à la comprendre en France, les Allemands l'ont compris bien avant, que la formation en tant que telle, à l'école, avec l'arrivée des entreprises, servait à former efficacement des employés ou des managers, permettait une employabilité énorme. Donc vous poussez au maximum l'alternance auprès de vos jeunes. Bien sûr. Attention, je ne dénigre pas les filières qui sont plus théoriques, et il en faut. La médecine, par exemple, la pharmacie, d'autres spécialités, le droit, évidemment, où là, peut-être que l'alternance ne s'y prête pas, et c'est normal. Dans nos filières, la communication en tant que telle, bien sûr, vous permet une meilleure employabilité. Et donc, selon vous, est-ce que vous préconisez l'alternance le plus tôt possible ou au contraire, y aller plus tard, à partir du M1 ? Au bon moment. Pour moi, le bon moment, c'est la deuxième année. La première année, vous arrivez, vous découvrez, vous êtes juste après le bac, ou en réorientation, vous dites, bah, tiens, c'est quoi la communication, je vais découvrir. Donc une organisation différente, des locaux différents, une manière de faire différente, il n'y a pas de problème. Dès la deuxième année, vous avez commencé à acquérir certaines bases au niveau théorique et vous devez vous lancer effectivement dans ce monde qu'est l'entreprise. Dès la deuxième année, progressivement, c'est-à-dire 3 jours par semaine. Troisième année, c'est 4 jours par semaine, etc., pour augmenter effectivement sa présence en entreprise. Très bien. Alors parlons précisément de les subcoms et des modalités d'inscription. Ça se passe comment en fait chez vous ? Déjà, vous êtes sur Parcoursup ? Non. Non. On n'a pas souhaité partir sur Parcoursup, et puis jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt pas mal. Je ne suis pas là pour critiquer Parcoursup, mais on a un système d'admission qui se fait sur concours. Voilà. Il suffit de se rendre sur nos sites internet, choisir le site qui vous intéresse et ensuite de postuler. Ensuite, vous êtes recontacté tout simplement, vous passez le concours. Alors, le concours, évidemment, il y a des tests. Oui. J'ai souvent envie de dire que ce concours, c'est quoi ? Parce que les étudiants, ou les candidats en tout cas, se font une montagne des concours. C'est important, les concours, je ne vais pas vous dire le contraire. Le concours, c'est quoi ? C'est de voir à un instant T si on est fait pour l'étudiant. En gros, tiens,
Est-ce que cette école, ce campus, cette formation est faite pour moi? Profitez-en pour poser toutes les questions. Les cours, la fréquence, etc. Ça, c'est le concours. Et puis nous, c'est également l'occasion de voir si, est-ce que votre profil colle avec l'idée qu'on se fait de la communication? Si c'est oui, tant mieux, bienvenue, on s'entend. Si sinon, c'est pas grave. Et il vaut mieux se rendre compte maintenant que vous n'êtes pas dans nos locaux que dans 6 mois. Non, en fait, je me suis trompé, vous avez perdu 6 mois. Nous aussi, quelque part, on s'est trompé, donc c'est un échec des deux côtés. Donc prenons le temps de ce concours pour se rencontrer avec des tests, bien sûr, des tests digitaux, en culture, en anglais, oui, l'anglais, bien sûr, forcément, en logique. Enfin, j'ai envie de vous dire, moins on est logique en communication, mieux c'est. Mais ne le répétez pas. Et évidemment, pour certains, en vocabulaire marketing. Et puis, l'entretien, connaître les raisons pour lesquelles vous voulez nous rejoindre, puis vous connaître. Puis ensuite, évidemment, après cela, il y a une décision qui est prise. Mais vous aussi, vous prenez la décision. Le candidat prend aussi la décision de venir nous rejoindre. Donc, dans 80% des cas, ça se passe bien. Dans 20% des cas, ça se passe moins bien, pour plein de raisons. Puis certains nous disent, en plein concours, non, en fait, non, c'est pas pour moi, cette école. Très bien, et on se quitte bon ami. Oui. Puis on vous conseille d'autres écoles, il n'y a pas de souci. Donc, sur Alors concours. justement, quand vous conseillez d'autres écoles, est-ce qu'il y a des spécificités? Parce que Subcom, donc on l'a dit tout à l'heure, est présent sur toute la France, en passant de Lille à Toulon, Reims, Toulouse, Lyon, que sais-je. Est-ce que sur les différents sites géographiques en France, vous avez des spécialités à Subcom? Non. On a la chance d'avoir le même programme au même moment pour tout le monde. Pourquoi ce choix? Parce que, on va parler de l'alternance. Vous êtes à Lille, une ville que j'aime. Vous êtes à Lille et vous trouvez, au bout de votre première année, une alternance à Paris. Vous dites, mais attendez, en fait, je dois faire tous les jours l'aller-retour entre Lille et Paris, ça se fait, on est bien d'accord, ça coûte cher. Eh bien, même pendant l'année, vous pouvez changer de site, vous retrouverez le même contenu, sur le même rythme, en même temps. C'est une chance. Pareil, de Paris à Lyon, de Lyon à Aix, etc., etc. Et donc, puisqu'on a le même rythme, nos étudiants peuvent se permettre de changer de site. En plus, j'ai envie de dire, ça ne leur coûte rien, c'est fait en un quart d'heure. Nous rentrons en contact avec notre site ami et le changement se fait. Très bien. Une dernière question concernant tout ça, c'était, vous mentionniez donc l'anglais, vous faites donc passer un test d'anglais. Vous ne demandez pas un niveau TOEIC ou TOEFL? On demande un niveau TOEIC. Quand même. On demande 750 points au TOEIC en 5e année. Ok. Voilà, c'est important. Effectivement, parce qu'une des questions qui nous est beaucoup revenue, c'est j'aimerais bosser dans la com à l'international. Je ne sais pas d'où est venue cette lubie, mais il y en a beaucoup qui aimeraient, j'imagine, bosser dans des grands groupes mondiaux basés en Suisse, Nestlé ou à Londres, que sais-je. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, puisqu'on propose aussi un parcours international avec différentes stratégies de cours qui est adaptée. Ça peut être du séjour linguistique jusqu'à l'année complète avec 25 universités partenaires à l'étranger pour permettre aux étudiants d'avoir ce parcours à l'international sans difficulté. Mais du coup, je me disais, par rapport à tout ce que vous me décriviez, la communication, par exemple, c'est très culturel. Connaître son auditoire, on ne s'adresse pas à une audience française comme on s'adresse à une audience allemande pour vendre une voiture, par exemple. Tout à fait d'accord. Du coup, est-ce qu'on peut en fait switcher comme ça d'un pays à l'autre Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et vous savez pourquoi je vous dis oui aussi facilement? Parce que je l'ai vu grâce aux différentes expériences que j'ai avec mes étudiants, des anciens étudiants qui sont partis du jour au lendemain au Canada, aux États-Unis, en Australie. Ils étaient lillois, ils étaient parisiens. Et en 2 ans, ils ont fait entre guillemets, leur carrière à l'étranger. En 2 ans. Ils ont compris le pays parce que ce sont des étudiants qui sont très agiles. Et puis vous savez, je pense que chaque étudiant, en grande majorité en France, de n'importe quelle filière, est capable d'avoir cette relation, d'avoir ce ressort en lui qui se permet de s'adapter. C'est tout simple. Très bien. Et du coup, un petit mot de la fin pour votre intervention, parce qu'on reçoit encore 2 autres personnes après dans l'émission, pour essayer de convaincre les jeunes déjà de vraiment s'intéresser à la com et même de pousser la porte de les Subcom, au moins pour la journée porte ouverte déjà. Je veux vous le redire, la passion. La passion, l'envie et la curiosité. Soyez curieux. On va découvrir des moments incroyables. Vous savez, lorsque vous vous retrouvez sur une scène, ce n'est pas vous qui êtes l'artiste, mais lorsque vous l'avez organisé, vous êtes l'organisateur, vous vous retrouvez sur une scène et vous avez devant vous 40 000 personnes. Quel autre métier peut vous faire ressentir autant de choses que la communication? Quand vous lancez une communication aujourd'hui éco-responsable pour une grande firme française qui défend l'environnement, quand vous allez voir la mentalité des gens changer, mais quelle satisfaction vous avez en disant
c'est peut-être grâce à moi, grâce à ma stratégie de communication que j'ai fait changer les choses. Dans le bon sens, on est bien d'accord. Voilà la satisfaction que vous avez à la fin. Très bien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir répondu. Avec plaisir. Alors, notre deuxième intervenante de l'émission, c'est Émilie, responsable des relations entreprises au sein des Subcom. Bonsoir Émilie. Bonsoir Merci de Laurent. nous recevoir. Donc vous, en tant que responsable des relations entreprises, votre job, c'est d'aider les étudiants qui souhaiteraient faire une alternance à justement trouver cette entreprise, c'est bien ça? Tout à fait, effectivement. On sait ô combien il est compliqué pour un étudiant qui souhaite intégrer le milieu de la communication de pousser les portes du monde professionnel pour pouvoir trouver sa place. Donc notre rôle au sein de l'intégralité de nos campus, c'est véritablement de leur tenir la main, puisque notre priorité, c'est la mise à l'emploi de nos étudiants. Donc ça va commencer dès la première année, puisque dès la première année, les étudiants peuvent déjà s'exercer dans le cadre d'un stage. Et puis à partir de la seconde année, et ça jusqu'à la fin de la scolarité, on va vraiment aller sur le chemin de l'apprentissage ou de l'alternance en général. Donc l'alternance, c'est vraiment la porte d'entrée royale pour démarrer dans le monde professionnel, puisque déjà, on va s'essayer à un métier. Ça veut dire concrètement qu'on a le droit de se tromper. Oui. On a le droit de se tromper. On parlait tout à l'heure de différentes spécialités, puisque les métiers de la communication sont très vastes, très larges. Et je pense qu'un étudiant qui a plein de rêves, plein d'idées en tête, va vouloir s'essayer à ces métiers justement pour confirmer ou infirmer son choix. Donc nous, on est là aussi dans un intérêt d'orientation spécifique et puis après cibler les entreprises potentielles. On parlait aussi tout à l'heure du choix stratégique entre un grand groupe où on va être plus spécialisé avec peut-être des chartes graphiques normées ou donc plutôt sur une mission plus restrictive et dans des petites entreprises où là, pleinement, l'étudiant va pouvoir amener des projets, amener des idées et grandir au sein d'une plus petite équipe où il aura plus de liberté sur notamment sa créativité. Donc par rapport à ces métiers-là, nous on est là pour les aider à trouver leur chemin, leur voie, à recadrer un petit peu la spécialité si un étudiant qui était parti sur de l'événementiel au final souhaite faire de l'audiovisuel, du montage vidéo, et puis les aider à trouver une entreprise d'accueil. Donc justement, vous me disiez que vous les aidez à trouver une entreprise. Est-ce que vous déjà, au sein des Subcom, vous avez comme un vivier d'entreprises dans lesquelles vous pouvez piocher et proposer des collaborations entre entreprises et vos élèves? Tout à fait Laurent. Donc on a la chance de bénéficier de la mutualisation d'un réseau qui est à la fois sur nos différentes écoles et sur nos différentes implantations en région. Donc on a plusieurs centaines d'entreprises partenaires ici sur ce campus lillois et plusieurs milliers de partenaires potentiels à travers la France. Donc ça passe par tout type de secteur d'activité. Ça peut être l'industrie, les services, le luxe, l'agroalimentaire. Et chaque année, vous avez la possibilité de placer dans ces mêmes sociétés des étudiants de chez vous? Tout à fait. On a des conventions de partenariat avec des entreprises de tout type d'importance. Et c'est ces conventions de partenariat qui vont nous permettre justement d'avoir une proximité et une visibilité sur leur recrutement en cours et à venir. Et ça se prépare bien en avance. Et on organise régulièrement donc, des événements de recrutement. Et on a aussi un job board qui nous permet de publier des offres disponibles en temps réel. Ok. Et si par exemple un jeune veut une société en particulier qui ne fait pas partie de votre vivier, est-ce que vous l'aidez à essayer de préparer, je ne sais pas, un CV, un entretien? Oui. L'étudiant n'a pas l'obligation de trouver une alternance au sein d'une entreprise qui est dite partenaire. Toute entreprise est potentiellement un futur partenaire. Donc les étudiants sont d'ailleurs de magnifiques apporteurs d'affaires, évidemment, parce que depuis le bouche à oreille, et puis les étudiants deviennent aussi très autonomes dans la façon dont on va les accompagner dans leurs recherches. Ils vont être autonomes sur leur envoi de CV, sur leurs entretiens. Après, ils se débrouillent seuls et régulièrement, ils arrivent avec leur employeur qui deviendra, et on l'espère, un partenaire périn sur le temps. Très bien. Imaginons que ça se passe mal dans la société. Ça peut arriver, c'est vrai qu'on a 19, 20 ans, c'est souvent la première expérience professionnelle qu'on a. Est-ce que là aussi, vous les accompagnez à trouver autre chose ou peut-être déjà essayer de régler le conflit, si tant est qu'il y en ait un?
Alors, le chargé de relations entreprises va être aussi un acteur de médiation important. On est en proie à de la bobologie, notamment. Alors, c'est souvent des problèmes d'intégration et d'équipe, de relation avec le tuteur. Parfois, le tuteur entreaperçoit l'étudiant comme un collaborateur, je ne vais pas dire lambda, mais un collaborateur autonome et construit. Or, c'est un apprenant qui est un apprenant. La fonction de tuteur est une réelle fonction d'accompagnement, de suivi et de progression et d'atteinte d'objectifs en construction. Et souvent, on a affaire à un étudiant qui potentiellement peut se sentir trop responsabilisé, trop vite. Ou délaissé. Il y a aussi des soucis de changement d'orientation où l'étudiant se dit finalement j'ai tâtonné, j'ai essayé ce métier-là, mais je me rends compte que j'ai eu un cours qui m'a intéressée et finalement, même au gré des discussions avec mon réseau, mes camarades, mes professeurs, il y a des recadrages qui sont régulièrement possibles. Et voilà. Donc oui, on est là effectivement pour assurer le suivi, puisque l'objectif c'est que tout se passe bien. Donc on a des outils de liaison entre l'étudiant et son entreprise, notamment un livret qui va le suivre tout au long de son parcours. Et puis en finalité, il y a une autre entreprise qui compte dans la moyenne. D'accord. Et alors, ça se passe souvent, ces problèmes avec les entreprises, ou c'est plutôt rarissime? Alors souvent non. Souvent non, parce que dans ces cas-là, ça veut dire que le recrutement en amont n'a peut-être pas été fait correctement. Après, c'est vrai que les aides gouvernementales qui ont été allouées par le gouvernement là, sur ces dernières années a permis aussi des recrutements massifs au sein d'entreprises qui finalement n'avaient peut-être pas toute la latitude d'accueillir cet apprenant. Donc ça arrive. C'est pas une vérité générale, c'est pas quelque chose c'est plutôt à la marge. Mais quand ça arrive, on est là pour répondre aux attentes de l'étudiant, le rassurer sa famille aussi. On est vraiment là pour faire en sorte que la prochaine alternance, si ça se termine par une rupture, soit vraiment la bonne. Oui. Carrément. Et ça peut arriver que vous proposiez d'arrêter l'alternance en lui disant « Non mais toi, tu es vraiment fait pour rester en initiale », sans lui dire comme ça, mais… Alors, véritablement, je pense que ça, de par mon parcours, ça ne m'est jamais arrivé de dire à un étudiant d'arrêter son alternance parce que dans ce cas-là, il faut juste requalifier la mission. Peut-être avoir des exigences un peu à la baisse. Un étudiant qui est en 2e ou en 3e année ne pourra pas avoir les mêmes responsabilités qu'un étudiant qui est en sortie d'études. On parlait tout à l'heure justement de la nécessité de poursuivre ses études pour accéder à des niveaux stratégiques, d'une vision stratégique en entreprise. Donc on va requalifier la mission, on va changer de cadre, on va changer d'environnement, on va peut-être choisir une entreprise qui est plus près de son domicile, mais on n'arrêtera pas le projet d'alternance. Non. Très bien. Et alors justement, on avait fait une émission sur notre chaîne YouTube dédiée vraiment à l'alternance au sens très très général, et on avait beaucoup parlé des dangers de l'alternance, parce qu'effectivement c'est génial, ça met un vrai pied à l'étrier, mais ça demande quand même une sacrée organisation pour les jeunes, il faut une sacrée motivation. C'est sportif. C'est ça. C'est sportif en termes de rythme. Alors, c'est sportif en termes de rythme parce que déjà il faut savoir décomposer son temps et savoir décomposer aussi son esprit. Quand on est en entreprise, on travaille sur certaines problématiques avec des collaborateurs, on est sur des projets, avec des échéances à tenir. Et quand on est en cours, on est aussi avec des collaborateurs, on va travailler aussi sur des projets avec des échéances également. Il va y avoir les examens, parfois les choses vont un petit peu se mélanger, donc il faut vraiment apprendre à structurer son temps. Le time management est vraiment très important quand on est en alternance. Il faut se préserver. Au départ, les étudiants me demandent par exemple s'ils peuvent continuer leur job étudiant en plus de leur alternance. Il ne faut pas se mettre la barre trop haute. Il faut savoir que ça va être sportif, mais après, quand on aime ce qu'on fait, ça passe. Et ça passe très bien. Et du coup, là aussi, vous êtes là pour les coacher un petit peu en disant, en leur donnant justement ce genre de conseils, peut-être ton job étudiant, va falloir le mettre de côté. Surtout que l'alternance leur permet d'avoir une rémunération. Oui, exactement. Le critère de rémunération est important puisqu'il y a une prise en charge des frais de scolarité. Et au-delà de ça, il y a un salaire qui est fonction de l'âge et du niveau d'études de l'apprenant. Donc, ce
qui normalement ne lui demande pas d'avoir une activité en plus de son alternance. Mais même une activité par exemple sportive ou associative, c'est possible encore de l'assumer ? Oui, alors on a des étudiants qui ont très bon niveau sportif ou qui ont des hobbies qui leur prennent du temps, mais c'est toujours une histoire de passion. Il faut que chacun puisse adapter son rythme en fonction de ses envies. Et puis je pense que parfois, c'est comme en entreprise ou un créateur d'entreprise a parfois des moments un peu de bourre, quoi, où vraiment là, on n'a pas trop le temps, on va faire un petit peu moins de sport ou un petit peu moins, s'adonner un peu moins à sa passion pour se concentrer sur nos priorités du moment. Mais je pense concrètement que pour l'épanouissement de l'étudiant, il y a le boulot, mais il y a la vie perso aussi, et cet équilibre reste très très important. Parfait. Donc selon vous, c'est votre boulot aussi, vous me direz, mais vous recommandez quand même vraiment l'alternance pour les jeunes, et là aussi, comme disait Pascal tout à l'heure, le plus tôt possible? Moi, je recommande l'alternance pour tout un ensemble de choses. Il y a le financement, évidemment. Bien sûr. Le financement, évidemment, les études restent coûteuses, quelles qu'elles soient, et puis ça permet aussi à l'étudiant de se responsabiliser. Un étudiant qui habite encore chez ses parents et qui prend en charge, qui a une prise en charge d'un tiers financeur et puis une rémunération, c'est hyper valorisant pour la construction du futur salarié, finalement. Ensuite, c'est une façon formidable de grandir, d'être investi au même titre que les collaborateurs dans une entreprise. L'alternant est considéré de la même manière, il fait partie de l'ensemble des collaborateurs. Il n'y a pas de sous-statut pour un étudiant en alternance. Et puis, comme je disais aussi précédemment, c'est important pour un étudiant de tester est-ce que le rêve qu'il s'était fait par rapport à un métier va se confirmer, va s'infirmer. Est-ce que l'étudiant va se dire « je sais que je suis fait pour ça » Est-ce qu'il va recadrer un peu ses choix? Donc c'est toujours très intéressant pour son orientation. Et puis pour l'employabilité, vous avez un étudiant qui a un bac+5, admettons, et qui a déjà 3 ans d'expérience professionnelle derrière lui sur un contrat à durée, quand même, on parle de contrats qui peuvent durer jusqu'à 3 ans parfois. Quelle garantie pour un employeur potentiel à venir peut-on donner en supplément de ça? Je pense que puis ça indique aussi une forme d'autonomie, de dépassement de soi, de maturité. Mais le but ultime, en fait, pour les jeunes qui sont en alternance, c'est de se faire embaucher dans la boîte dans laquelle ils sont en alternance, ou pas forcément d'ailleurs? Alors, majoritairement, un étudiant qui s'est investi dans un contrat d'alternance a envie de se faire recruter dans un premier temps. D'accord. C'est-à-dire qu'en sortie d'études, il n'a pas ce stress de se dire « je suis en attente dans une espèce de sas de transition ». Il a son employeur, mais généralement, c'est un premier pas. Et puis ensuite, l'étudiant va certainement grandir, même être mobile dans une autre région. Vous parliez tout à l'heure de Paris, pourquoi pas Paris ou, voilà. Donc je pense que dans un premier temps, c'est rassurant de savoir que de toute façon, l'employeur n'a pas investi autant sur cette personne pour le voir partir et devoir reformer quelqu'un derrière. Vous-même, avec votre job de relation entreprise, vous voyez que les entreprises aussi sont demandeuses de les garder quand même. Tout à fait. Parce que finalement, elles les forment à leur process. Oui, puis après, au-delà de ça, il y a une forme d'affect qui va se créer. Je disais tout à l'heure que l'alternant va faire partie de l'équipe au même titre que tous les autres collaborateurs. Donc, il est important de conserver ce collaborateur qui a été formé, qui grandit, qui s'épanouit et qui gagne en responsabilité. Donc, on va dire que dans 2 cas sur 3, l'entreprise va proposer à l'étudiant de rester... Et du coup, vous voyez vraiment une différence d'employabilité dans les, on va dire, 6 mois après l'obtention du diplôme entre des alternants et des initiales? Les étudiants en formation initiale ont vraiment un bagage théorique qui est construit, ça c'est indéniable. Mais la mise en pratique, surtout sur les métiers de la communication, ça reste vraiment la garantie principale parce que les entreprises, les employeurs veulent vraiment des professionnels qui vont leur apporter des choses. Et là, on ne parle plus d'alternance, on parle d'emploi. Donc le but, c'est d'avoir des compétences qui ont été mises en pratique, pas uniquement sur le papier, mais réellement, où l'étudiant peut déjà, à la sortie d'études, proposer un panel sur un portfolio de ses réalisations, des événements auxquels il a participé, des publicités sur lesquelles il a collaboré.
Et c'est toutes ces garanties-là qui vont... Donc c'est vraiment un atout dans la com d'avoir fait de C'est l'alternant pendant 2, 3, voire 4 ans. C'est indéniablement un atout pour l'employabilité. Aujourd'hui, l'alternance a vraiment... les feux sont au vert sur ces modalités pédagogiques. Parfait. Merci beaucoup en tout cas de nous Merci avoir à vous éclairé de sur m'avoir tout ça. reçu. À très bientôt, au revoir. Et donc notre troisième intervenante ce soir, c'est Justine. Merci d'être avec nous, Justine. Donc toi, tu es étudiante en alternance en 3e année à l'ESUPCOM, c'est bien ça? C'est ça, exactement. J'ai fait un BTS juste avant dans une école du réseau, dans une autre école, et puis je suis arrivée en 3e année à l'ESUPCOM. Alors avant tout, j'aimerais que tu nous dises, nous on aime toujours avoir des jeunes en fait dans nos émissions pour parler à d'autres jeunes. Pourquoi tu as choisi la com? J'ai choisi la communication parce que le BTS que j'avais fait avant, il manquait un peu de créa, et c'est ce que je veux dans mon métier. Et puis surtout, ça permet d'être un peu ancré dans le monde actuel et surtout dans le futur. Ça permet d'être hyper ouvert sur le monde. Très bien. Et du coup, tu as choisi ESUPCOM parce que tu connaissais déjà, ça faisait partie du même réseau? C'est ça. Ça m'a été conseillé par un responsable pédagogique. Et puis, j'ai visité l'école. On m'a parlé des intervenants qui étaient professionnels et c'est ce que je recherche en tout cas. C'est pour ça aussi que je fais de l'alternance. Donc, c'est surtout pour ça que je suis venue ici. Très bien. Et toi, donc, tu es déjà alternante en 3e année, donc à ESUPCOM. Et ton alternance, tu fais quoi concrètement? Mon alternance, du coup, je l'ai fait pour mon propre campus, donc la voilà, exactement. Et en fait, je communique de façon interne, externe sur nos différentes formations, nos différentes écoles, et puis sur ce qui se passe sur le campus en général. Ok. Et donc l'idée, c'est de faire les 3 années qui te restent d'études en alternance à ESUPCOM. C'est ça. Et te faire embaucher par l'ESUPCOM. Voilà, si possible. Très bien. Et du coup, on évoquait juste avant avec Émilie les difficultés en fait qui sont liées au statut d'alternant justement, de pouvoir mixer entre vie étudiante et vie professionnelle. Même si toi c'est un peu différent puisque c'est sur le même site. Mais malgré tout, est-ce que tu peux nous en parler un peu la difficulté de s'organiser, le besoin de gérer son temps? Les premières années, c'est un peu compliqué, mais je trouve qu'avec le temps, ça va parce qu'en fait, le temps, ça fait tout. Et maintenant, j'arrive quand même à m'organiser. Puis surtout, la communication, c'est aussi un métier où il faut être organisé, donc professionnellement et personnellement. Donc moi, ça ne me pose pas de problème, mais c'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation, je pense. D'accord. Et toi, tu pars dans quelle spécialisation l'année prochaine? Alors, je suis déjà spécialisée, pardon. Et je suis en communication des marques et des entreprises. Ok. Et donc factuellement, concrètement, pratico-pratique, tu fais quoi en fait ici? Je crée des visuels pour les réseaux sociaux par exemple, du community management. Il y a aussi un peu d'événementiel quand même parce qu'on fait des choses en interne. Il y a les journées portes ouvertes à organiser. En fait, c'est hyper pluridisciplinaire. Très bien. Voilà. Et du coup, tu aurais un petit mot pour les jeunes qui nous regardent, pour les inviter déjà à pousser la porte de l'ESUPCOM pour la prochaine porte ouverte ou les convaincre de faire de l'alternance. On en a déjà parlé un petit peu avec Émilie, mais le point de vue d'un actuel étudiant en alternance, c'est toujours bon. Pour ce qui est des subcoms, ce qui est le plus plaisant et donc ce que les élèves pourraient aimer, c'est vraiment le fait que les intervenants soient des professionnels et donc on n'a pas du tout des professeurs, on est vraiment plongé dans de la pratique et c'est hyper intéressant. Et au niveau de l'alternance, choisir l'alternance, c'est aussi se professionnaliser et c'est beaucoup plus simple après, je pense, après les études, de rentrer dans le monde du travail. On y est déjà un peu et je pense qu'il y a un stress en moins du coup. D'accord. Et les subcoms, tu l'as choisi en tant qu'alternant, en tant qu'entreprise pour ton alternance, tu l'as choisi parce que l'occasion s'est présentée ou tu voulais toi-même faire ça? L'occasion s'est présentée plutôt parce que du coup, les difficultés de l'alternance, à 2 semaines de la rentrée, une entreprise a annulé mon contrat. Ah mince. Voilà, donc c'était très plaisant. Et je suis donc allée à un speed meeting que ESUPCOM avait organisé et les CRE. Et j'ai rencontré Clémence, donc ma tutrice. L'entretien s'est bien passé, j'en ai eu un deuxième avec monsieur Pascal Toth et Clémence, et puis j'ai été prise pour le poste. D'accord. Et sinon, c'est galère de trouver une entreprise? En fait, c'est compliqué, peut-être, je dirais en 3e année, parce que je venais pas de la communication. Moi, c'est que je me suis intéressée à la communication pendant mon BTS avec des workshops qui étaient organisés. Mais je m'y intéressais à titre personnel, j'avais pas forcément les compétences requises, et ils cherchaient surtout des 4e et 5e années. Mais j'ai pas baissé les bras et j'y suis allée. Et en vrai, quand on a la détermination, je pense qu'on peut vraiment trouver. Mais t'as essuyé beaucoup de refus quand même ou Ouais, quand même. C'était difficile et à chaque fois, les retours, c'était il nous faut quelqu'un de plus capé. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Mais je pense qu'il y a aussi des grosses entreprises qui sont plus à même peut-être d'accueillir des personnes parce que les PME, des fois, c'est un peu compliqué. Il faut qu'il y ait quelqu'un direct
qui soit capable en tout Bien cas. sûr. Mais non, Et puis c'est qui tout à fait prennent du possible. temps pour C'est former ça, exactement. un nouvel arrivant. Ouais. Mais c'est tout à fait possible de trouver en 3e année. Merci Justine pour ton témoignage. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Vous êtes chaque semaine plus nombreux et on vous en remercie encore. On vous invite à vous rendre dans les journées portes ouvertes des différentes villes de France et rendez-vous sur leur site internet et Subcom pour avoir le plus d'informations possible. Merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.